Sur une étudiante de 21 ans qui fait des études de cinéma, qui passe beaucoup de temps dans son lit depuis le confinement. Donc du coup, la personne me demandait des idées pour renforcer un peu ses ressources et surtout des propositions de tâches thérapeutiques pour l'inviter à sortir de son lit. Oui, alors c'est vraiment c'est très intéressant que vous me donniez un peu des choses qui sont basées sur des cas. Bon, bien que j'ai très peu d'éléments et que je vais pas faire de projection sur cette personne-là, hein. Il faudrait vraiment avoir beaucoup d'éléments et même avec beaucoup d'éléments, ça serait toujours un peu de la projection. Mais ce que j'ai entendu dans la question, c'est il y a plusieurs choses intéressantes. C'est l'idée de la personne me demande si j'ai des idées de tâches thérapeutiques à Oui, c'est ça. donner. Euh, et ça me fait, ça c'est intéressant parce qu'on me demande souvent ça. Quelle tâche thérapeutique est-ce que tu pourrais donner, ceci, cela. Ça présuppose que j'en donne, ce qui est pas forcément le cas en fait. La fameuse prescription de tâches est souvent enseignée aux hypnothérapeutes ou aux praticiens en hypnose. On leur enseigne souvent cette technique parce que dans les formations en hypnose, il y a souvent pas que de l'hypnose et on y mêle pas mal de choses qui sont même hors hypnose. Et ce qui est très intéressant et très enrichissant pour un hypnothérapeute d'avoir d'autres outils, mais notamment cet aspect stratégique développé notamment par les chercheurs de Palo Alto, mais pas seulement, mais donc du coup avec Nardone aussi, et on a tout ce courant-là de stratégie qui passe par le fait de dire à la personne, ben voilà, j'aimerais que vous fassiez ci, ça et ça. Euh, Quel est le lien avec l'hypnose d'ailleurs? C'est qu'en fait, une partie du développement de ces recherches sur les tâches stratégiques est venue avec l'observation de ce que semblait faire Erickson, qui parfois voilà, faisait une séance à quelqu'un et lui disait, voilà, maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous vous engagiez à faire quelque chose pour moi, vous allez faire ci, ça et ça, et puis on dit, tiens, ça semble un peu absurde ou c'est étonnant, c'est vraiment des choses très concrètes. Vous allez aller à tel endroit, vous allez faire telle chose, vous allez le répéter 5 fois, etc. Enfin voilà, vraiment des tâches très concrètes. Et il se trouve qu'en faisant ça, la personne, ça lui débloquait ci, qui lui débloquait ça, etc. Je crois que chez Erickson, dans la plupart des cas, il s'agissait en réalité de ce qu'on appelle les suggestions post-hypnotiques. C'est-à-dire qu'il disait ça à une personne qu'il avait préalablement plongée dans une hypnose profonde. Et quand on a plongé quelqu'un dans une hypnose profonde, on peut souvent obtenir de cette personne qu'elle s'engage, enfin on peut lui demander si elle est d'accord pour s'engager à faire quelque chose, puis elle se réveille, elle n'a aucun souvenir de ce qu'elle s'est engagée à faire, elle se l'est programmée en elle, elle se réveille, elle ne se souvient pas, et elle l'accomplit de façon très automatique. Or, l'idée de cette stratégie-là, c'est de faire passer des ressources d'un niveau inconscient à un niveau conscient. Bon, bref, voilà, on a commencé à observer ces choses-là et on s'est dit, tiens, on va refaire la même chose. Simplement, on a souvent négligé la part d'induction de l'hypnose. On va faire la même chose avec des sujets qui sont pas en hypnose. Et ça rejoignait des travaux qui viennent pas non plus d'Erickson, qui étaient avant, hein, les thérapies comportementalistes, voilà, ont leur histoire propre. Et notamment en thérapie brève, ça a beaucoup plu. Et donc, aux hypnothérapeutes, on leur apprend souvent à faire ce genre de choses. C'est-à-dire en dehors de l'hypnose, souvent après l'hypnose, dire à la personne, voilà, j'aimerais que vous fassiez ça et ça. Avec une stratégie parfois plus ou moins bien maîtrisée d'ailleurs, un peu parfois au pif, sans forcément comprendre quels sont les rouages qui sont en jeu, et sans forcément une grande compréhension aussi de quel est l'intérêt en hors hypnose ou en hypnose. Donc c'est vrai que moi j'utilise très peu ces outils-là. Ça m'intéresse moyennement, parce que d'abord je ne suis pas persuadé qu'en général j'ai le charisme pour être obéi par la personne à un niveau conscient. Par contre, si la personne en hypnose m'a dit qu'elle allait faire ça et ça, j'ai beaucoup plus de chances qu'elle le fasse. Donc il est rare que je lui prescrive des tâches sans une hypnose profonde. Il est rare que je fasse des ponts vers des choses, que je programme des choses qui vont se faire sans une hypnose profonde. Ça n'est pas mon métier à moi. Il y a des gens qui font de la thérapie stratégique, de la thérapie comportementaliste. Moi, c'est pas mon métier. Moi, mon métier, si la personne me demande de travailler avec elle, c'est pour activer certains leviers bien spécifiques, qui sont les leviers inconscients qu'on peut atteindre avec les suggestions hypnotiques et les suggestions post-hypnotiques. Donc, avec une personne comme ça, a priori, je lui donnerai pas forcément de tâches à faire hors hypnose. Je tâcherai surtout de l'hypnotiser pour voir ce qui va pas, pourquoi est-ce qu'elle reste dans son lit, enfin si ça ne va pas d'ailleurs, parce qu'il n'est pas impossible que finalement ça soit aussi quelque chose d'adapté pour elle, et éventuellement une fois qu'elle est dans l'hypnose, voir avec elle si elle veut bien s'engager dans l'hypnose
à faire quelque chose. Et si elle s'engage dans l'hypnose à faire quelque chose, alors ça va agir en elle ensuite comme une pulsion. C'est pas juste quelque chose qu'elle va se dire, tiens, j'avais dit que je ferais ça. Donc il faudrait que je le fasse, il faudrait que je me bouge. Tiens, tel jour à telle heure, je m'étais engagé à faire ça. Allez, il faut que je me motive, il faut que je le fasse. Non. Si en hypnose, quelqu'un a déposé, ou je me suis déposé une action à accomplir, j'ai programmé sur mon agenda mental personnel, mercredi à midi, il faut faire ça, et bien mercredi à midi, c'est pas que je me dirais, tiens, il faut que je le fasse, c'est que ça montera à l'intérieur de moi. Il y a un truc qui aura envie de le faire, peut-être même que je le ferai sans m'en rendre compte, mais en tout cas, ça viendra du fond. Et c'est pour ça que je trouve intéressant, justement, cette personne, visiblement, je fais des grosses projections, mais si elle n'arrive pas à sortir de son lit, c'est qu'elle doit manquer de ce qu'on pourrait appeler une motivation. Et je crois que la motivation est trop souvent confondue avec un moteur intellectuel. Je crois que vraiment, le moteur profond qui peut animer les gens à agir, dans la plupart des cas, c'est quand même une impulsion qui n'est pas intellectuelle. Quand en général j'ai une idée de quelque chose à faire mais qu'à l'intérieur je n'ai pas d'impulsion, ça va rarement bien loin. Si j'ai une impulsion mais que de quelque chose à faire, par exemple, j'ai l'impulsion de manger quelque chose et intellectuellement je n'ai pas envie de le manger, j'ai plus de chances de céder à l'impulsion qu'à mon intellect. Donc finalement, les impulsions profondes, c'est une très très grande force. Et en hypnose, justement, c'est ça qu'on va manipuler, c'est ça qu'on va travailler. On va créer des impulsions profondes. Donc on va pouvoir rééduquer une véritable motivation, que la personne, elle sente qu'en elle, il y a quelque chose qui la pousse à faire quelque chose. Il y a comme si c'était pas à elle, elle n'a même pas besoin d'avoir une idée de quelque chose à accomplir. Il y a un truc en elle qui a une idée en tête, et elle se sent poussée vers ça. C'est exactement ce qui se passe quand on est passionné, par exemple. Si je suis passionné, si demain je me passionne pour, j'en sais rien moi, pour la philatélie, du coup je vais y penser tout le temps, je vais avoir envie le matin de me lever pour aller chercher des timbres, enfin, j'ai un peu de mal avec cet exemple du coup, mais ça va être de l'intérieur comme quelque chose. Je suis pas bien quand je ne le fais pas. En mangeant, je vais penser à mes timbres, etc. La passion, que ce soit la passion pour quelqu'un ou pour une discipline, etc. C'est ce qui nous permet justement de ne pas avoir même à faire d'efforts. Il n'y a pas d'efforts à faire, donc il n'y a pas de contraintes à suivre, etc. Il y a un feu intérieur qui va nous pousser vers quelque chose. On est même mu de l'intérieur, on est mis en mouvement par une sorte de volonté qui nous traverse et on est un peu le jouet de cette volonté. Et quand cette volonté, elle veut nous nuire ou faire quelque chose qui n'est pas bon pour nous, évidemment, on se sent très impuissant, mais justement, l'idée, c'est pour nous, l'intérêt de l'hypnose, la valeur ajoutée de l'hypnose, c'est d'aller soulever le capot pour essayer de voir ce qu'on peut modifier à ce niveau-là, ce qu'on peut réanimer. S'il n'y a pas une braise sur laquelle on peut souffler pour réanimer ce feu, créer une urgence, pourquoi pas. Pourquoi pas créer aussi une motivation négative, c'est-à-dire que dans l'hypnose, la personne puisse, disons que, comment dire, elle est dans son lit, et puis finalement, elle peut faire ça, ou elle peut ne pas le faire, et c'est pas très grave. Et ça peut être intéressant de lui faire l'expérience, de se rendre compte que c'est grave, de lui faire avoir peur de ce qui pourrait arriver si elle ne le fait pas, avoir peur de l'image que ça lui donne d'elle-même si elle ne le fait pas. Sachant que la peur est un très très bon ressort, un très très bon levier de motivation. Évidemment, il y a la motivation positive, l'aller vers, comme on dit, donc je vais vers un objectif, mais il y a aussi quelque chose qui est encore plus naturellement ancré dans notre espèce, qui est l'évitement. Beaucoup de choses, on les fait par évitement, par peur du gendarme ou par peur des conséquences. Faut pas croire, il y a énormément de choses qu'on fait et qu'on va mettre sur le dos de notre vertu. En réalité, on les fait parce que on a plus à perdre qu'à gagner à agir de cette manière-là, ou on ne les fait pas parce qu'on aurait trop à perdre. Et bien de la même façon, en hypnose, rien n'empêche de mettre la personne face à une sorte d'urgence, de devoir agir. Si je n'agis pas, alors à ce moment-là, enfin je vois les conséquences, donc je pèse les choses, et donc je donne de la valeur à mes actes. Enfin, ça devient plus valable de faire que de ne pas faire, parce que je comprends non seulement ce que ça m'apportera de faire, mais également ce que ça pourrait m'apporter de négatif de ne pas faire. Donc ça serait plutôt, moi je pense que souvent je procède de cette manière-là avec ce genre de personnes pour leur donner l'impulsion. Je vais chercher ce genre de mécanisme-là, un mécanisme positif, un mécanisme négatif. C'est-à-dire je vais les plonger en hypnose assez profondément et leur faire des futurisations en somme. C'est-à-dire que je vais leur faire d'abord probablement se projeter dans l'avenir de manière assez réaliste pour qu'elles y soient, dans plusieurs scénarios. Et je vais donner une méthode, là, je vais donner une sorte de protocole. Donc, faire d'abord plonger la personne déjà dans l'imaginaire, dans un premier temps.
dans un lieu, par exemple, une promenade. Et comme ça, on teste si la personne est capable de se plonger dans l'imaginaire à un degré qui soit réellement hypnotique, c'est-à-dire qu'elle y est, quoi. Si elle sent une fleur, elle l'a eue, mais elle la sent. Si elle met la main dans l'eau froide, elle a vraiment froid. On peut même limite voir la chair de poule sur son bras. Donc elle y est, quoi. Elle a un bon ancrage dans l'imaginaire. Et à partir de ce moment-là, je peux lui proposer une seconde expérience qui va être de se projeter dans l'avenir, dans un scénario de l'avenir qui soit vraiment... qui soit un scénario de l'avenir si elle ne bouge pas son cul, on va dire, hein, si elle ne se lève pas de son lit. Donc, elle va voir les conséquences, je vais influencer, je vais dire, vous voyez, vous allez voir tout ce que ça peut vous amener, tout ce que ça pose comme problème, etc. Donc, je ne précise pas forcément si c'est à l'échéance d'un mois, ou d'un an, ou de 10 ans, hein, peu importe, c'est dans un scénario de l'avenir, si elle n'a pas bougé. Et un scénario, tant qu'à faire, dans une scène qui met en avant le problème que ça pose. Je lui fais vivre ça. Ensuite, elle revient, on en discute, et justement, je lui fais me parler, toujours en hypnose. Hein. Évidemment, l'hypnose est un peu moins profonde quand on en discute, mais quand même, ça reste en hypnose. Je lui fais me parler en particulier des problèmes que ça pose. Hein. En quoi ce scénario était pas tellement réjouissant. Donc là, elle peut me dire, ah, vraiment, c'était dur, j'ai vécu ça, ça, ça et ça. Ok, très bien. Maintenant, vous allez y retourner dans un autre scénario du futur et toujours négatif, mais c'est un autre scénario, c'est un autre chemin de vie. Et toujours si vous n'avez pas réussi à vous bouger. Et on peut en faire 3, 4, 5, au bout d'un moment, elle peut en avoir marre. Bon, ok, d'accord, j'ai compris le message, c'est pas cool si je me bouge pas. Et puis après, évidemment, on finit pas sur du négatif. Je vais faire la même chose avec différents scénarios possibles de l'avenir, mais tous extrêmement satisfaisants, et tous ayant en commun le fait qu'elle se soit levée de son lit et qu'elle ait fait des choses. Il y a un gros présupposé, il y a un énorme ancrage, c'est qu'en gros je dis, bah voilà, si vous ne bougez pas, ça sera forcément négatif, si vous bougez, ça sera forcément positif. Mais je le dis pas, je crée une expérience qui va poser un peu ce présupposé, et donc je lui fais vivre par anticipation plein de possibilités, plein de scénarios très différents, pourquoi pas très différents, mais tous extrêmement réjouissants et extrêmement alléchants, en fait ça donne très très envie de les vivre, mais qui tous ont en commun que la condition pour les obtenir, c'était de se bouger. Et à chaque fois, je lui fais aucune leçon de morale, à aucun moment je lui dis « Ah ben vous voyez, vous avez tout à gagner à vous lever ». Non, il ne faut pas que je l'explicite. À chaque fois, on revient et je lui dis « Alors, comment c'était ? Bon, c'était mieux, d'accord, en quoi c'était mieux, d'accord, ça donne envie, oui, d'accord, ok ». Et il y a une leçon à en tirer, mais cette leçon, elle doit passer indirectement. C'est elle qui la déduit, même si c'est un peu... Voilà, j'ai des gros sabots sur une technique comme ça. Mais ça fonctionne très bien. En général, la personne, elle sort et elle a vachement plus de vision, en fait. Sous prétexte de faire cet exercice-là, on a fait surtout beaucoup de futurisation. Et donc, on a ouvert un truc. On a quelque part réanimé un muscle un peu atrophié qui était la capacité à se projeter dans l'avenir et à se projeter dans l'avenir d'une manière qui motive l'action au présent. Parce que c'est pas le tout de se projeter dans l'avenir, mais il faut se projeter dans l'avenir d'une manière qui donne une certaine insatisfaction au présent et qui, du coup, donne envie d'agir. Et donc, en général, on a une bonne impulsion. En gros, la personne, non seulement consciemment, mais au fond d'elle, elle sait pourquoi faire les choses. Elle a une motivation. Mais l'idée, c'est que si je fais la même chose alors que l'hypnose n'est pas très profonde, voire qu'il n'y a pas d'hypnose, bon, c'était un mignon petit exercice de projection dans l'avenir. Si je le fais en hypnose, même si elle ne se souvient pas de toutes les expériences qu'elle a projetées, d'ailleurs, au retour, ça a ancré un sentiment, le sentiment d'une sorte d'urgence à agir, à faire les choses, une sorte d'élan qui est repris, une sorte d'envie de faire les choses qui est vraiment profonde, viscérale, et la personne n'a même pas tellement à se poser des questions. Et j'insiste sur le fait de faire plusieurs scénarios, et notamment plusieurs scénarios positifs, parce que la futurisation peut avoir comme défaut de figer un peu une projection, genre, ça, voilà, j'ai projeté ça, je me suis imaginé tel futur, du coup maintenant il me faut ça, ou rien, si j'ai pas ça, je suis pas heureux. Alors non, évidemment, ça doit être quelque chose de motivant, mais pas quelque chose qui nous bloque dans une sorte de vision psychorigide de l'avenir, qui risque de nous rendre malheureux. C'est pour ça que la personne doit avoir une vision très très ouverte. Il y a plein de scénarios possibles. Il y en a en réalité une infinité de versions de l'avenir qui, à la fin, sur mon lit de mort, me donnent entièrement satisfaction, où je me dis « Waouh, punaise, ça c'était une belle vie ». Il y en a une infinité.
Donc parmi cette affinité, si à un moment donné je m'engage dans un chemin et puis que finalement c'est pas le bon, il n'y a pas de souci. Je peux piocher dans toutes les autres versions en fait. Je peux piocher encore dans ce sac-là. Je suis pas obligé d'aller piocher dans le sac des versions qui me rendent malheureux. C'est pas parce que ça va pas se passer comme ça. J'avais un scénario tout à fait engageant et positif. Il n'est pas possible. Ça veut pas dire que je vais être malheureux. Ça veut dire que peut-être je vais être heureux d'une manière différente de celle que j'avais prévue. Donc en faisant des futurisations multiples avec des scénarios très divers, mais ayant tous en commun le changement qui est demandé, ayant tous en commun l'accomplissement de cette première étape, on a un outil très très fort, je pense, pour créer une motivation très très bien ancrée. Donc ça, par exemple, ça pourrait être le genre de choses que je ferais avec cette personne-là. Mais par contre, je dirais éviter à tout prix ce que Pierre Janet appelait la moralisation, c'est-à-dire vraiment les discours à un niveau conscient, d'expliquer à la personne ou de lui expliquer des mécanismes sur la motivation ou de faire un travail sur son objectif pour qu'il soit plus clair, parce que tout ça signifie une chose. Tout ce qui est fait à un niveau conscient signifie, indirectement, si vous n'avez pas trouvé l'énergie, c'est votre faute. C'est parce que vous n'avez pas assez bien réfléchi, assez bien compris, etc. Ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Il y a des mécanismes, c'est des choses qui sont en nous bien plus profondes et dont on souffre. La personne n'est pas coupable de ce qui lui arrive. La plupart du temps, elle se sent la première victime de ce qui lui arrive. Et en particulier pour tout ce qui pourrait être assimilé à de la paresse, il y a en général une grande incompréhension des autres. C'est-à-dire qu'ils se disent, t'as qu'à te bouger. Et c'est pas si simple que ça. On le voit bien dans la paresse de la dépression, mais pas seulement. Même dans les micro-dépressions, dans la procrastination, etc. C'est facile à dire, mais en réalité la personne est souvent en proie à vraiment une grande difficulté à agir et son cerveau est capable de jouer avec elle pour lui trouver des excuses pour ne pas agir de façon extrêmement forte. Si elle avait un bouton sur lequel elle pouvait appuyer pour être du jour au lendemain quelqu'un qui se lève tôt le matin et qui fait une tonne de choses dans sa journée, elle appuierait tout de suite. Si elle pouvait signer quelque part, je pense qu'elle signerait tout de suite, probablement. Donc on est quand même en proie à des choses, à des mécanismes psychologiques qui sont profonds, qui sont complexes, et donc c'est pas juste, il suffit de le vouloir. Je sais que c'est un discours très à la mode, mais moi je crois pas trop à ce discours-là. Donc en tant que personne qui pratiquons l'hypnose, il faut aller chercher du côté des mécanismes qu'on peut atteindre par l'hypnose, justement. Donc voilà quelques pistes sur ce cas-là, d'une manière générale. Du coup, il y avait une question qui avait été posée par rapport à un problème de sommeil lié à des acouphènes. Donc, si tu avais des pistes là-dessus, il n'y avait pas beaucoup de précision. Donc, ça aurait été une réponse un peu globale. Et il y avait une réaction sur quand tu parlais au départ, tu sais, de l'étudiante de 21 ans qui avait du mal à passer à l'action. Tu as parlé des scénarios, tu sais, des différents scénarios possibles dans la futurisation. Et donc il y avait quelqu'un qui m'a demandé après si tu pouvais donner des exemples justement de thèmes, de comment tu peux développer justement ces différentes futurisations, etc. Comment développer ces différentes futurisations. Alors, je voudrais juste en 3 secondes, hein, on peut accompagner une futurisation ou une régression en temps réel. Alors d'ailleurs, on peut l'accompagner avec du questionnement, c'est-à-dire la personne peut me répondre, elle peut être, elle, à un autre moment de sa vie, et je lui parle, dans une forme de somnambulisme au moins partiel. Je peux l'accompagner aussi par du monologue, et là, vous pouvez, vraiment en temps réel, par exemple, la personne va passer 10 minutes à faire sa futurisation, et moi, je l'accompagne pendant ce temps-là. Mais moi, ce que je fais souvent, quand même, c'est que je les envoie faire leur futurisation et revenir quand c'est fait. Pareil pour la régression. Alors, ça demande d'avoir approfondi avant, mais souvent, je vais leur dire, ok, voilà, par exemple, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez vivre telle expérience, vous allez vous plonger dans un moment du futur qui aura telle et telle caractéristique, vous allez y vivre ça, ça et ça, ou alors vous allez y vivre ce que vous allez y vivre. Il y aura à un moment donné un problème et vous allez trouver une solution. Enfin, bref, je décris, je leur donne une petite mission, je décris ma mission, je leur demande ensuite, est-ce que c'est d'accord? La personne me fait un oui de la tête, par exemple, et puis je compte jusqu'à 3, et avant, je lui ai dit, et quand c'est fait, vous me le dites. Donc ensuite, je compte jusqu'à 3, et j'attends en silence, et puis quand c'est fait, la personne me fait, c'est fait. Donc j'ai même pas besoin, je décris avant, mais j'ai même pas besoin d'être très très spécifique, hein. Je peux très bien lui dire, voilà, je vais compter jusqu'à 3, à 3 vous allez vous plonger dans un moment du futur, dans un certain scénario, vous allez le vivre entièrement, ce moment du futur tient compte du fait que vous avez changé ça, mais vous n'aurez pas à vous poser cette question, vous allez le vivre, et puis quand c'est fait, vous me le dites, vous revenez, vous me le dites.
1, 2, 3. Et puis voilà, je l'envoie, je la laisse faire, elle revient. Elle est toujours en hypnose, mais quand même moins profonde. On en discute, et puis je la renvoie dans un autre moment. Ce qui est bien, c'est que ça favorise la distorsion du temps. C'est-à-dire pendant ces moments de silence où elle fait sa mission toute seule, souvent il s'écoule 1 ou 2 minutes. D'ailleurs, je le précise souvent, mais bon, on n'est pas obligé. Mais elle a eu l'impression qu'il s'est écoulé parfois 1 heure. Donc c'est hyper pratique, ça permet de faire 3-4 futurisations en 10 minutes ou un quart d'heure, alors qu'elles étaient extrêmement longues du point de vue du sujet. Donc ça, une petite piste quand même pour préciser, quoi. Je sais pas, du coup je l'ai lancé un peu vite, elle est peut-être pas très claire. Si jamais vous avez des questions sur un truc que j'ai dit là ce soir ou même dans un autre live, et vous voulez préciser un détail, n'hésitez pas hein, au prochain rendez-vous, vous posez une question sur un détail. La dernière fois tu as dit ça, mais est-ce que tu peux préciser? Y a pas de souci.